Mesdames, Messieurs, il est 13 heures au Bénin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Dans les titres de ce journal, la date de 5 de chaque mois sonne comme un ultimatum dans la tête d'un grand nombre de locataires. De plus en plus de locataires peinent à honorer leur engagement vis-à-vis donc, de leur propriétaire. Canal 3 Bénin est descendu dans les ménages. Reportage à suivre. Et puis, source de conflits et de désaccords dans les foyers, la femme est-elle obligée de participer aux dépenses dans le ménage? Nous verrons ensemble ce que dit la loi, mais aussi ce que pensent quelques Béninois sur le sujet. Enfin, le coton béninois a connu une ascension fulgurante depuis 2016. Dans le cadre de la Journée mondiale du coton, vous suivrez dans cette édition les acteurs se prononcer sur le label du coton béninois et sur son positionnement dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, c'était là les grandes lignes de cette édition. Le développement à présent, c'est une peine silencieuse et éprouvante pour grand nombre de locataires. Le rendez-vous de la date 5 de chaque mois constitue une source de stress permanent, vous le savez certainement. Notre rédaction s'intéresse donc aux difficultés qu'éprouvent les locataires à honorer leur engagement mensuel vis-à-vis du bailleur. Qu'on est étudiant, artisan, fonctionnaire ou salarié, l'épreuve est pratiquement la même à Cotonou et à Bomey-Calavi. Comment les locataires se démènent-ils pour s'acquitter de leurs factures? Suivez ce reportage et après, je retrouve pour vous Idrissou Boukari. Sur la liste des charges domestiques, il est la priorité quand on est en location. Le loyer, 5 lettres qui, durant toutes les 5 semaines, occupe la pensée du locataire. S'acquitter de cette responsabilité mensuelle n'est pas chose aisée chez nombre de citoyens. À Zogbadje, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi, baptisé village universitaire, la plupart des maisons sont occupées par les étudiants. Rester loin des parents et faire face au paiement régulier du loyer avec les exigences des études sur le campus est un stress permanent et très compliqué à gérer. Surtout quand vous êtes des parents qui sont basés au nord et que vous devez quitter le nid, comme on le dit, et venir vous chercher ailleurs. C'est très compliqué. Tu dois répondre aux obligations de l'école et directement de ta maison. Tu dois vivre, tu dois manger, tu dois dormir quelque part. C'est très compliqué. À l'école, on a la pression des professeurs et à la maison, on a la pression des propriétaires. C'est pas du tout facile. Comme on est en mathématiques, et la principale des choses qu'on fait, c'est qu'à partir de la deuxième année, on essaye de trouver un peu les coûts de maison qu'on dispense aux apprenants pour pouvoir gagner quelque chose à la fin du mois. Donc c'est à partir de là, on essaye de gérer au même moment les photocopies sur le campus et le loyer. Qu'on soit étudiant, artisan, salarié ou fonctionnaire, le loyer constitue un véritable poids quand on est en location. De Zogbadje, nous sommes à Sédégbé, un autre quartier d'Abomey-Calavi, la cité dortoir. Valentin, avec ses moyens modestes, se bat constamment pour être à jour vis-à-vis de son bailleur. C'est pratiquement une course sans point d'arrivée. Nous qui travaillons et qui percevons au moins quelque chose à la fin du mois, et nous, on arrive un peu à s'en sortir. Mais il y a des mois, par exemple, où c'est très difficile, quand surtout vous connaissez l'Afrique avec ses difficultés, où vous avez des charges, vous avez ici, vous avez ça, ces choses-là. C'est très difficile à joindre les deux bouts. Le stress est parfois renforcé par l'attitude du bailleur. Certains sont intransigeants sur le respect des rendez-vous mensuels, entre relances par messages et appels, mise en garde et menaces de renvoi. Le locataire est condamné à tout supporter, au risque de se retrouver dans la rue, seul ou avec sa famille. Déjà à partir du 29 au 30, déjà vous avez déjà cette pression-là. On commence par vous laisser des messages pour vous dire « Ah, le loyer c'est tant, hein. Ah, si tu ne payes pas vite, ah, tu auras une pénalité. » Et très souvent, déjà à partir de cette période, tu as l'insomnie. Il y a des propriétaires qui refusent les négociations, surtout ils n'aiment pas les étudiants parce qu'ils se disent que les étudiants ils ne payent pas vite, ils ne payent pas à temps les salaires. Il y a certains propriétaires qui sont aussi un peu gentils et fraternels. Encore plus loin, d'autres propriétaires de maisons engagent les agences immobilières ou les notaires pour le recouvrement de loyers. Ici, on est parfois plus menaçant que le bailleur lui-même en question. Pour le locataire, c'est l'option la plus difficile. Pas de concession, seul le respect du contrat de bail compte. Et cela s'explique. Le loyer offert représente
la pension pour la retraite à certains propriétaires. Donc on explique clairement aux locataires, le loyer là, s'il pleut ou neige, d'être à jour, de régler, de payer les frais mensuels là, à bonne date. Les crises de bec entre locataires et propriétaires sont fréquentes lorsque l'un ou l'autre est à bout de sa patience. La plupart du temps, une médiation s'invite dans le litige. Les démarcheurs détiennent ce rôle et contribuent à faire baisser la tension. Un exercice pas très simple. Si tu viens, tu demandes, tu poses la question au locataire, qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, tu vas vers le propriétaire, tu entends pour le propriétaire aussi, bon, et tu sauras comment faire ce truc là. La question de location reste un sujet de préoccupation majeure. Son importance, sa sensibilité et son caractère social ont poussé le Parlement à voter la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. La loi qui est censée mettre de l'ordre dans le secteur immobilier au Bénin et soulager les locataires. Idrissou Boukari, vous êtes avec nous pour apporter plus de précisions sur ce sujet. D'abord, pourquoi l'avoir réalisé? Alors, pourquoi un sujet sur le loyer? Alors, vous savez que depuis un moment, Canal 3 est dans une autre dynamique. Canal 3 est dans la dynamique de proximité avec les populations. C'est pourquoi vous allez constater que la plupart de nos réalisations, la plupart de nos productions répondent à cette exigence désormais, être plus proche de la population. Les réalisations, donc, oui, effectivement, c'est pourquoi le 13h que vous présentez d'ailleurs raconte en réalité le vécu, donc le quotidien des populations. Comment est-ce que les populations vivent, les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Désormais, Eric, vous le savez très bien, le 13h et d'autres éditions considèrent comme un miroir, en fait. Quand le Béninois regarde le 13h sur le 13h ou d'autres éditions, il doit pouvoir se retrouver à travers les sujets qu'on aura abordés. C'est dans ce cadre que nous avons réalisé ce sujet. Alors, parlant du loyer, on a affaire avec des locataires qui se retrouvent dans des ménages. Est-ce que cela constitue véritablement un poids? On va dire même c'est une croix. C'est plus qu'un poids, c'est une croix. Les locataires avec qui, les discussions que nous avons eues avec les locataires nous ont permis de comprendre comment est-ce que les Béninois ont des difficultés à payer le loyer à la date 5. Vous savez que c'est une date fétiche, c'est une date qui fait tiquer à quelques jours. Donc les difficultés auxquelles les populations sont confrontées à payer le loyer à la date 5, vous savez qu'on soit étudiant, artisan, salarié ou fonctionnaire, on est soumis au même rythme. Parfois, on est même tenté d'arrêter le temps, ne serait-ce que pour s'apprêter et être à jour vis-à-vis du bailleur. Parce que le propriétaire, lui, il attend. Tout à fait. Vous imaginez quand vous travaillez dans une entreprise où vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois sans salaire. Le propriétaire, lui, ne veut pas savoir les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au niveau de votre entreprise. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir son loyer. Et il y en a qui sont intransigeants. C'est vrai qu'il y en a qui peut-être sont sensibles donc, aux difficultés de leurs locataires, mais par contre, il y en a qui, franchement, au moindre retard, on vous demande de dégager, on vous demande même de retirer. Est-ce qu'il a été facile pour les locataires que vous avez rencontrés d'évoquer véritablement cette difficulté qu'ils éprouvent véritablement à honorer cet engagement? Tout à fait, tout à fait. Ils l'ont dit, les étudiants, les artisans que nous avons rencontrés. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas voulu le dire donc, devant les micros et caméras, mais qui nous ont confié leurs difficultés pour nous dire effectivement les difficultés qu'ils ont. Mais attention, ça n'a rien à voir avec le contexte socio-économique actuel. C'est un phénomène qui date de l'avènement même de la location de maisons. Ça n'a rien à voir avec le contexte actuel, mais les difficultés sont là quand même. Quel que soit le niveau de vie qu'on a, à un moment donné, on a des difficultés à honorer ses engagements vis-à-vis du bailleur. Alors vous avez interrogé dans le reportage des démarcheurs, également des agences immobilières. Quel est leur rôle dans ce processus? En principe, les démarcheurs, les gérants des agences immobilières que vous avez suivis dans le reportage que nous avons réalisé, ce sont des acteurs clés en fait. Ce sont de vrais acteurs du secteur immobilier au Bénin. Vous savez, quand vous voulez prendre une chambre, quand vous voulez louer une chambre, il est difficile parfois de parcourir les quartiers pour aller chercher une chambre. Il faut faire recours à un démarcheur ou à une agence immobilière. Et quand vous contactez un démarcheur, lui, il vous dit, avant d'aller découvrir la chambre, il vous prend 2000. C'est ça. Minimum, qu'il appelle frais de déplacement.
Et quand la chambre ne vous convient pas, vous revenez le lendemain, vous payez encore les 2000. En fait, c'est un marché également que les démarcheurs animent. De l'autre côté, également, les agences immobilières, c'est la même chose parce que c'est en réalité eux qui vont prendre le loyer chez le locataire et faire le point au bailleur ou bien au propriétaire de maison. Et quand le locataire n'est pas à jour, parfois, il y a des gérants qui vraiment mettent la pression sur le locataire. Alors, mais il y en a qui sont compréhensibles. Quand vous n'avez pas de moyens et quand ils savent que bon, vous n'êtes pas l'habitude de jongler et tout, mais quand vous avez des difficultés, il y a des agences immobilières qui préfinancent, qui font le compte normalement aux propriétaires, ne serait-ce que quand vous retrouvez, vous régularisez la situation. Alors, la loi portant régime juridique du bail à usage domestique a été votée, vous le savez, vous l'avez mentionné dans le reportage, mais sur le terrain, est-ce que cela est respecté? Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il faut d'abord commencer par remercier les députés à l'Assemblée nationale qui ont vu juste en votant cette loi et remercier également le chef de l'État qui a promulgué aussitôt, qui a promulgué la loi aussitôt votée. Avant cette loi, c'était quoi la tendance? Tout à fait, c'est une loi à caractère social dont le vote avait été applaudi par les locataires. Avant, qu'est-ce qui se passe? Pour intégrer une maison, il faut payer une avance de 6 mois. La loi dit désormais, c'est 3 mois. Et vous savez, quand vous voulez louer une chambre, le plus gros souci qu'on a, c'est comment mobiliser la somme qui constitue donc l'avance. La loi dit désormais 3 mois. Mais vous savez, les démarcheurs, les agences immobilières ont pris donc du plaisir à ruser avec les propriétaires. Tout à fait à ruser avec la loi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit désormais, vous payez 3 mois d'avance. Et vous payez 3 mois de prépayé. C'est-à-dire qu'avant même d'intégrer la chambre, vous payez les 3 premiers mois que vous aurez à occuper. Ce que recommande la loi? Alors que la loi dit 3 mois pour soulager les locataires. Voyez-vous. De l'autre côté, il y a des propriétaires du jour au lendemain, ils peuvent se lever et dire, bon, voyez-vous, je dois compléter le loyer. 5, 6, 7, 10 000. Sans aucune explication. Je pense que la loi a été votée, certes, promulguée également. Il faut veiller à son application intégrale et effective sur le terrain. Mais pour véritablement honorer cet engagement, je pense qu'au niveau des locataires, il faille mieux s'organiser. On sait qu'à telle date, il faut passer voir le propriétaire, l'agence immobilière et puis tout ça. C'est vrai, ce n'est pas facile, vous l'avez dit, mais il y a aussi une question d'organisation. Tout à fait, il y a une question d'organisation. Quand vous êtes étudiant, par exemple, et que ce sont les parents qui vous envoient l'argent pour payer le loyer, le manger et tout, et que les parents également ont des difficultés à honorer leur engagement vis-à-vis de leurs enfants, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes salarié dans une entreprise et que votre entreprise ne vous paie pas le salaire à temps, qu'est-ce que vous faites? Vous négociez avec le propriétaire? Mais il y a des propriétaires qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Oui, il y en a, parce que quel que soit le niveau d'organisation, je pense que les propriétaires doivent de temps en temps comprendre leur locataire pour le bon vivre ensemble. Et fermer les yeux. On dit merci à ses propriétaires. Tout à fait. Allez, merci à vous, Idrissou Boukari, pour ce reportage et votre présence sur ce plateau. On continue dans cette édition. On reste toujours dans les ménages pour évoquer un autre sujet qui déchaîne les passions, mais souvent source de conflits. Il n'est pas rare d'entendre des hommes exiger une contribution financière de la part de leur conjointe. Cependant, certaines femmes ne sont pas toujours en accord avec cette décision. Une décision qui, voilà, à la suite, très vite, fait naître des tensions dans le couple et qui amène certains à se poser des questions quant à la contribution de la femme dans le foyer. Reportage. La femme et l'homme sont appelés à un moment donné de la vie à se mettre ensemble pour fonder une famille. Il est d'ailleurs ainsi depuis la genèse du monde. Bien évidemment, qui dit famille dit foyer. Un foyer qui nécessite beaucoup de responsabilités et de charges, les unes aussi importantes que les autres. Les charges du ménage, c'est tout ce qui est nécessaire aux besoins de la famille. Il y a le logement, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut nourrir la famille. Il y a également la scolarité des enfants qu'il faut payer. Il y a les vêtements, il y a les loisirs. Dans le contexte africain et particulièrement au Bénin, les responsabilités conjugales sont souvent dissociées. La femme s'occupe du ménage et l'homme se charge de tous les besoins financiers ou presque. Qu'ils soient importants ou non, il revient dans la plupart des cas à l'homme de les assumer. Bien de charges qui pèsent sur les épaules de ce dernier
et qui amène certains à se poser des questions quant à la part de la femme dans les dépenses liées à la vie conjugale. Ce n'est pas une obligation, mais puisque la femme et l'homme forment un, ils doivent s'aider dans cet amour-là. Si la femme a quelque chose, elle apporte et les deux mettent ça ensemble dans le but de toujours subvenir aux charges du ménage. Si le fondement du couple est basé sur Jésus-Christ de Nazareth, le problème de l'homme, c'est le problème de la femme. Et le problème de la femme, c'est le problème de l'homme. L'homme regarde sa femme à travers les lunettes de Dieu, de Jésus-Christ, et la femme aussi regarde son mari à travers les lunettes spirituelles de Jésus-Christ. Les deux sont déjà un. Et si la femme n'a même rien, le mari prend tout en charge. Ce n'est pas son argent que tu vas encore convoiter. Elle est en train de faire économie. Donne-moi. Non, 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 non. Si l'on est d'accord que la majorité des charges du foyer reviennent à l'homme, il y a des gens qui pensent par contre que la contribution de la femme ne fera que renforcer les liens du ménage et le mettre à l'abri du besoin. Elle pourrait également donner une valeur ajoutée à la femme et la préparer à s'occuper toute seule du foyer en cas de situation difficile. La femme doit travailler, l'homme aussi doit travailler et ensemble, on avance. Si quelque chose arrive à l'homme, la femme doit savoir que les charges, tout lui revient. Sur ce sujet, les opinions sont divergentes, les unes aussi intéressantes que les autres. Mais que dit la loi en la matière? Quand vous prenez le Code des personnes de la famille, en cette disposition, l'article 155, il est disposé que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 159, il est stipulé que nonobstant toute convention contraire, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources dont il a l'administration et la jouissance et ou par son activité au foyer. Les deux époux participent aux charges du ménage au prorata de leurs revenus. Mais lorsque la femme ne fait rien du tout, elle est ménagère, elle participe également par le travail qu'elle fait à la maison. S'occuper de la maison, balayer, s'occuper de son mari, faire à manger aux enfants. Les charges du ménage font aussi appel au type de mariage. Sont concernés par cette prescription de la loi les couples légalement mariés ou les familles de fait. Quant aux familles monoparentales, on parlera d'obligation alimentaire. Si la loi fait obligation à la femme de participer aux charges du foyer, qu'en est-il donc de la participation de l'homme aux tâches ménagères? On fait un tour dans les écoles à présent. Les enseignants du monde ont célébré leur journée ce 5 octobre dernier. Et pour le compte de cette 28e édition, c'est la ville de Parakou qui a été retenue par les autorités en charge de l'éducation au Bénin pour rendre un hommage mérité à ces vaillants enseignants qui ont la lourde responsabilité de former des têtes bien faites pour la nation. Et pour cela passe forcément par la scolarisation des enfants, mais requiert aussi une sorte de préparation de l'enseignant pour que le résultat soit au rendez-vous. Comment l'enseignant prépare sa rentrée? C'est ce que nous allons suivre dans ce reportage. Encore quelques jours et ces salles de cours délaissées depuis plusieurs semaines vont retrouver leurs occupants habituels. La rentrée scolaire 2021-2022 s'annonce à grands pas. Dans les rangs des enseignants, les préparatifs vont bon train pour renouer avec la nouvelle saison académique. Le monde enseignant se prépare très bien. Actuellement, moi je suis prêt par rapport à mes fiches. Je n'attends que la reprise des cours. Alors, comment un enseignant se prépare-t-il pour entamer une nouvelle année scolaire? Pour le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, il y a 3 niveaux essentiels. Apollinaire Afewe insiste sur ce qu'il appelle les préparations lointaines et psychologiques. La préparation lointaine, en réalité, consiste à ce que l'enseignant soit situé dès le dernier conseil, n'est-ce pas, des classes, sur la classe à tenir au cours de l'année qui va suivre. Et donc, sachant la classe qu'il doit tenir, il se prépare donc en allant chercher le matériel qu'il faut, en allant faire les recherches qu'il faut pour se préparer pour la rentrée. Nous avons ce qu'on appelle la préparation immédiate. La préparation immédiate, en réalité, c'est cette préparation qui amène l'enseignant à concevoir les différentes fiches.
n'est-ce pas, qu'il doit utiliser pour enseigner, n'est-ce pas, les enfants. Nous avons ce que nous appelons la préparation psychologique, qui consiste en réalité pour l'enseignant à se préparer sur les stratégies, à mémoriser les stratégies qu'il doit mettre en œuvre pour, n'est-ce pas, dispenser son enseignement aux enfants. Et donc voilà les 3 formes de préparation de la rentrée au niveau de l'enseignant. Les syndicalistes estiment que les préparatifs d'une rentrée ne se limitent pas qu'au niveau de ces 3 piliers. Ils vont plus loin et expliquent que l'enseignant est également tenu de faire un bilan de santé afin de prévenir les désagréments sanitaires. Aussi, pour permettre une bonne préparation au niveau des enseignants, l'apport du gouvernement est indispensable, surtout en ce qui concerne les mutations nationales. Le ministre Kouaro Tchabi Yves a essayé de rendre publiques les mutations à 3 semaines de la reprise. Donc il y a eu un retard d'1 semaine. Notre souhait qu'on fasse l'effort de publier cette type de mutation au moins à 1 mois de la reprise et en permettant aux concernés de se préparer. Il faudrait que le gouvernement puisse mettre à la disposition des enseignants le matériel qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir préparer ces fiches, pour pouvoir faire les recherches qu'il faut, etc., etc. Et donc, nous, à notre niveau, nous accentuons beaucoup plus sur cette préparation qui relève, n'est-ce pas, de la responsabilité du gouvernement pour que le gouvernement puisse aider les enseignants à mieux se préparer. Aujourd'hui, le débat s'accentue beaucoup trop sur les primes de rentrée et autres. La préparation de la rentrée ne s'arrête pas à la question des primes. Une rentrée scolaire réussie chez un enseignant dépend des dispositions préalablement prises, tant au niveau de l'éducateur lui-même qu'au niveau des responsables étatiques. Il faut donc cette synergie d'action pour atteindre les objectifs fixés. La deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'année 2021 du Mono s'est déroulée dans la matinée du mardi dernier à Lokossa. Au menu de la séance, des communications qui ont notamment porté sur la situation des décès maternels et néonatals dans le département 2020 et au premier semestre de 2021 et l'appui de la TDA 4 aux communes pour la promotion des filières agricoles. Reportage de Geoffroy Messan et Florent Dou. Déclare officiellement ouvert. Bienvenue Dédaignon Milorin préside ici sa première session d'un conseil départemental de concertation et de coordination CDCC en sa qualité de préfet du département du Mono. Il s'agit de la deuxième session ordinaire de ce conseil au titre de l'année en cours. Autour de lui, comme en de pareilles circonstances, des membres des exécutifs communaux ainsi que des acteurs des secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, l'industrie et le commerce. Il n'est plus à rappeler l'importance de ce conseil départemental de concertation et de coordination qui reste un élément de fédération des énergies, de réflexion, mais aussi de proposition de solutions pour booster le développement de nos communes. 4 communications ont été présentées durant la session. Elles ont porté sur la situation des décès maternels et néonatals dans le département en 2020 et au premier semestre de 2021, l'appui de la TDA 4 aux communes pour la promotion des filières agricoles, l'approbation des dossiers de sous-projets communautaires de la cohorte 1 et de la deuxième génération du projet ACES et le numérique en tant qu'outil de développement de l'entrepreneuriat des jeunes du Mono. Dans ces 4 thématiques, celles qui ont reçu plus l'attention et nourri les débats, c'est essentiellement le tableau sur la situation des décès maternels et néonatals dans le département, un tableau bien sombre et qui appelle les uns et les autres à redoubler d'ardeur pour améliorer la situation dans le département. Il faut retenir entre autres que le plateau technique dans le département souffre de grandes insuffisances qu'il faudrait améliorer. Nous allons faire ce qu'il faut. Les recommandations sont aller dans le sens de faire un compte rendu à la hiérarchie pour que les dispositions nécessaires soient prises pour améliorer ce tableau, mais également à un niveau de conscience professionnelle à appeler au niveau des agents qui animent nos centres de santé. Et l'autre chose, c'est comment également les ATDA puissent aider nos mairies
à booster l'entrepreneuriat local, surtout en agrobusiness, pour ce qui concerne la valorisation du potentiel touristique du département et qui a été prise en compte au niveau de la communication sur le rôle des outils de développement de l'entrepreneuriat dans le département. Nous avons invité les maires, et d'ailleurs vous avez constaté leur engouement ici, à pouvoir bénéficier des outils de technologie pour mettre plus de lumière, plus de projecteurs sur les potentialités touristiques et culturelles du département. Cette première a été une occasion pour le préfet d'apprécier le niveau d'engagement des participants et leur détermination à faire de ce rendez-vous statutaire une priorité. C'est la fierté du Bénin à l'échelle régionale et internationale. Le coton béninois qui a connu une ascension fulgurante depuis 2016. Dans le cadre de la journée mondiale du coton, vous suivrez donc dans ce reportage, dans cette édition, les acteurs se prononcer sur le label du coton béninois et sur son positionnement dans la sous-région. Reportage. Une journée dédiée au coton. Pour cette 3e édition de la Journée mondiale du coton, l'or blanc béninois, fleuron de l'agriculture, est célébré ce jeudi 7 octobre autour d'un panel de discussion organisé dans le cadre du mois du consommant local. Il est co-animé par le ministre de l'Industrie et du Commerce et son collègue de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le coton mérite d'être célébré au regard de son importance économique et sociale. Aujourd'hui, ce produit continue de jouer un rôle capital dans les économies de nombreux pays du monde, notamment dans les pays africains et particulièrement ceux du C4 dont le Bénin, où il contribue à la réduction de la pauvreté, à la satisfaction des besoins d'éducation, de soins de santé, à la croissance économique et enfin à la garantie de la paix, de la dignité, de la prospérité, en participant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable. Depuis 2016, le Bénin a connu une performance cotonnière remarquable qui lui a permis de se hisser haut. La majorité des producteurs ont des superficies allant de demi-hectare à 5 hectares. Entre 5 et 15 hectares, nous avons à peu près 14,3% des planteurs. Mais ce nombre-là nous donne 36,6% de la production. En 18-19, 714, qui a fini par faire du Bénin le premier cotonculteur d'Afrique. Et la campagne en cours, je vais vendre la peau de l'eau sans l'avoir tué. Mais au rythme où la pluviométrie se comporte et les entretiens des champs, le niveau végétatif, la faiblesse des inondations ici et là en zone cotonnière, nous allons sortir les 800 000 tonnes. Le coton constitue le premier produit d'exportation et représente 15% du produit intérieur brut. Faire du coton le label Made in Benin, le coton béninois fait aujourd'hui objet de toutes les attentions partant du producteur au transformateur. Le gouvernement, dans sa nouvelle vision portée entre autres sur l'industrialisation, accorde une place de choix au développement de l'industrie textile. Dans cette perspective, des efforts de développement des infrastructures modernes de production et de transformation, ainsi que des réformes conséquentes sont envisagées pour transformer non seulement le coton sur le plan local, mais améliorer les résultats de chaîne de valeur du coton et également valoriser les valeurs non encore révélées des sous-produits du coton. Avec les exploits que l'or blanc béninois, très prisé, ne cesse de multiplier, sa transformation, tant souhaitée par les différents acteurs, devrait permettre de le révéler davantage au monde. Et c'était un reportage de Ouliat Sanoussi, Moufid Sabouran. C'est la fin de cette édition, vous l'aurez compris. Merci de votre attention. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de l'information de la soirée. Merci et à très bientôt.